Avant d'accoster auprès de Michel, je vous emmène chez moi, enfin presque, à Paris. Je vais faire un peu de chauvinisme en disant que c'est la plus belle ville du monde, ce n'est pas faux en même temps. Eh bien, ce n'est pas seulement en raison de ses monuments, c'est aussi grâce au génie d'un homme du 19e siècle, le préfet Haussmann. C'est lui qui a apporté de la lumière, qui a donné son cachet, son identité à la capitale de la France. Regardez. Je ne sais pas, mais Paris est une des villes où l'on se déplace le plus facilement en Europe. Ici, la moitié des trajets se fait à pied. De grandes avenues, des immeubles cossus en pierre de taille, des places, des espaces qui respirent. Et pourtant, la ville a l'une des densités les plus importantes au monde. 3 fois plus qu'à Hong Kong ou 4 fois plus qu'à Londres. Cette identité parisienne, on la doit à l'ambition d'un empereur, Napoléon III, et surtout à l'obsession de son préfet, le baron Georges-Eugène Haussmann. À partir de 1853, et en une quinzaine d'années seulement, ils éventrent littéralement la ville, pour la rendre plus praticable et y faire entrer la lumière. Paris devient un théâtre urbain dont les promeneurs jouissent encore quotidiennement. Avant ces grands travaux, Paris se limitait aux quartiers dont on peut encore parcourir les petites rues préservées. Juste derrière Saint-Michel, dans le vieux Paris du 6e arrondissement, les rues étroites nous ramènent à l'échelle urbaine pré-haussmannienne, comme ici, rue Gilles-Lecœur. Le cœur du Vieux-Paris, ce sont que des petites rues qui, pour nous, peut-être aujourd'hui, sont des petites rues. Mais à l'origine, bien entendu, c'était des rues principales. Et la plupart butent sur des cul-de-sac. On a cette sensation de ne jamais voir une perspective, de ne jamais comprendre exactement le quartier dans lequel nous nous trouvons. Et là, on se retrouvait avec des rues, un peu canyonnes, comme on dirait, déjà, à l'époque, où la lumière avait du mal à pénétrer. Et on avait, entre autres, des gros problèmes de salubrité. La vie grouille dans ces rues sombres et insalubres. Les espaces de circulation sont réduits au caniveau central de la rue. Les charrettes, les étals des commerçants et des colporteurs rendent les rues impraticables. À cette époque, à Paris, les émeutes sont courantes et dans ces étroites ruelles, quelques chaises et tables suffisent à élever des barricades. Jusqu'en 1850, Paris est une ville compacte, incontrôlable et impossible à traverser. Dans la ville pré-haussmannienne, on n'a pas vraiment une capitale, un Paris. On a des Paris, des quartiers qui appartiennent à leurs habitants, à leurs artisans, qui ont leur propre sociologie. D'une certaine façon, elle a l'allure d'une grande capitale, mais elle n'a pas l'habit exactement. Napoléon III veut faire de Paris une ville moderne, commerçante et prestigieuse. Le slogan de la campagne sera « Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini ». La mission d'Haussmann est gigantesque et la grande invention de son plan d'action va être de traiter globalement la ville. Les communes limitrophes sont intégrées au vieux Paris. Il généralise le système d'égouts, uniformise le mobilier urbain, dote la ville de réverbères. Il veut rendre la ville plus praticable. Il crée un axe nord-sud et un autre est-ouest pour relier le centre de Paris à la périphérie et connecter les gares. Il élargit les rues et crée de grandes avenues homogènes pour relier les quartiers. Initiée en 1864 par Haussmann sous le nom d'avenue Napoléon, l'avenue de l'Opéra coûtera plus cher que la plupart des travaux de toutes les avenues réunies. Elle est alors la vitrine de cette réhabilitation de Paris.
Haussmann va proposer aux Parisiens, on l'oublie souvent, mais d'introduire la végétation dans la ville, d'introduire la place, le parc qui devient un espace de loisirs, de détente, ce qui était réservé à l'aristocratie autrefois. Et il va surtout permettre d'amener la lumière dans la ville, puisque lorsqu'on réalise une percée, il y a un gabarit, et on se retrouve avec une transformation de l'idée même de rue, qui n'est plus du tout un canyon étroit, mais qui devient finalement pratiquement un cours. À partir de là, la hauteur des immeubles est comparable à la largeur de la rue, ce qui fait qu'à n'importe quel moment de la journée, la lumière peut pénétrer jusqu'au trottoir, voire carrément les rayons du soleil, ce qui était totalement nouveau à l'époque. On avait des modernistes qui considéraient que cette ville nouvelle allait représenter le succès triomphant de la France capitaliste et de la modernité. Ce modèle d'intervention dans la ville, inédit, va être repris dans la plupart des autres villes de province, mais aussi finalement d'Europe et du monde. S'appuyant sur le droit d'expropriation pour utilité publique, Haussmann détruit des quartiers entiers sur le tracé de ses percées. La ville devient ce Paris moderne. Dans l'Est parisien, près de la place de la République, l'ancien quartier pauvre des faubourgs laisse place au boulevard Voltaire. Parmi les Parisiens qui sont restés dans leur quartier, beaucoup ont la sensation de ne plus reconnaître leur ville. Haussmann avait l'air extrêmement précis, obsessionnel, rigide, volontariste, ce qui faisait que c'était une espèce de bras armé de cette ville qui se construisait. Ce qui arrivait à mettre en pratique aussi des coutumes qui étaient à la limite de l'acceptable, mais qui ont été acceptées. Le projet d'Haussmann était si fort qu'il fut repris et achevé par ses successeurs bien après sa démission vers 1870. Ce que l'on nomme par extension les travaux d'Haussmann se prolongeront jusqu'à la Première Guerre mondiale. Si je vous montre une photo juste d'une fenêtre parisienne, avec un tout petit peu de la façade autour ou juste un peu de toiture, vous savez que vous êtes à Paris. Sans la rue, sans les places, sans les monuments, juste avec l'immeuble d'habitation, qui est devenu un monument sous Haussmann, on a créé l'identité entière d'une ville. Haussmann impose un style de façade qui, suivant sa logique de perspective et d'homogénéité, faisait partie de la rue plus que de l'immeuble. On retrouve ici un peu tous les codes de l'immeuble haussmannien, c'est-à-dire le rez-de-chaussée dédié au commerce, l'entresol, le balcon filant de l'étage noble, la pierre de taille, la régularité des ouvertures, le décor extrêmement classique, la toiture en zinc, un balcon à l'avant-dernier étage. Du coup, on reconnaît facilement un immeuble haussmannien par cette sorte de stratification de couches qui correspondaient à l'époque carrément à des couches sociales. Les grandes pièces de réception avec balcon donnaient sur la rue, car il fallait se faire voir, comme ici dans le 15e arrondissement. À l'opposé, les pièces de service sur cour étaient desservies par un long couloir que les domestiques parcouraient à longueur de journée. Autre nouveauté dans l'appartement haussmannien, chaque pièce avait une fonction et les appartements étaient enfin dotés de l'eau courante. Une révolution en 1852. Le deuxième étage était l'étage noble. Et plus on montait, plus le standing baissait. L'apparition de l'ascenseur en 1870 a logiquement inversé la tendance. Aujourd'hui, les appartements haussmanniens restent très recherchés, mais on plébiscite surtout les étages supérieurs. La première impression, c'est une impression un peu flash, quoi, un peu de volume. On cherchait absolument un appartement haussmannien. Pour nous, l'haussmannien, c'est Paris. Il doit y avoir 3,20 m d'auteur libre. Donc du coup, ça permet à la lumière de pénétrer l'appartement sans pour autant avoir à allumer tout le temps. Surtout qu'on a de la chance, on est au 5e étage, donc on a vraiment beaucoup de lumière. Donc évidemment, il y a des défauts. En l'occurrence, le couloir qui est très grand, donc on perd de la place. Mais bon, on y retrouve aussi d'autres usages. Pour jouer, par exemple, pour les enfants, c'est super sympa.
Ce qu'on adore, nous, c'est le haut et le bas. Alors en haut, il y a des frises, il y a des moulures. Et puis le parquet, puisque moi j'adore le matin me balader avec mon petit café, ça craque, il y a de la vie. Haussmann a rhabillé la ville de la tête aux pieds. Son projet urbain a fait des toits de Paris un des symboles romantiques de la capitale. En tant que photographe, vous savez, quand on vous dit « tiens, il y a tel ou tel chantier à tel endroit dans Paris », ça me crée une excitation. Et quand j'arrive au pied de l'immeuble, je commence à monter l'échafaudage au fur et à mesure. Vous arrivez là-haut sur les toits et là, c'est une découverte, en général, chaque fois époustouflante. Sur les toits, le génie du baron Haussmann a encore frappé. Il va généraliser le zinc qui commence à être laminé et industrialisé depuis peu. Le zinc était 10 fois plus léger que le plomb et la tuile. La charpente qui le soutient peut être plus légère elle aussi, ce qui multiplie l'espace et rend désormais les combles habitables. Aujourd'hui encore, 70% de la toiture parisienne est recouverte de zinc. Avant, il n'y avait pas de zinc. Il y avait un peu de plomb, mais il n'y avait pas de zinc. Il a fallu apprendre à gérer des toits à faible pente avec du zinc. Maintenant, c'est un acquis. Mon but, c'est ça aussi. C'est qu'on ne perde pas ce savoir-faire. Ce qui me fascine dans Paris, ce qui n'est pas le cas des autres villes du monde, c'est que vous avez une véritable uniformité de hauteur, de façon à faire émerger les dômes, les tours de Notre-Dame, qui sortent de cet océan de gris et qui racontent finalement 1000 ans de l'histoire de Paris. Moi, je pense que ce qui fait cette fascination, c'est cette idée un peu enfantine qu'on peut voler de toit en toit et qu'on peut épouser finalement toute la ville, embrasser toute la ville en allant d'un endroit à un autre. Et je crois que c'est ça qui crée une véritable magie et qui vous donne cette espèce d'illusion que Paris s'offre à vous à ce moment-là. C'est fou le nombre de curiosités qu'on découvre dans cette émission, et notamment grâce à vous. Michel, à mon avis, va